Cher univers, pour cette nouvelle lune en bélier, j'aimerais changer ma façon d'aimer. Car vois-tu, ces derniers temps, j'ai réalisé à quel point j'avais peur d'être rejetée. Tu sais l'univers, chez moi, l'amour, faut le mériter. Ma plus grande peur, je l'avoue, c'est d'être désaimée. Je suis un cœur qui a peur d'être jugé. Mais d'autres que moi ont tellement peur d'être abandonnés que leur cœur est affamé. Ceux-là n'ont de cesse de réclamer. Ils ne savent faire que s'accrocher. J'ai bien du mal à les supporter. Les cœurs brisés sont tout abîmés et cabossés. Ils me font vraiment pitié. Ils ont grandi dans une telle insécurité. Souvent, ils ont été maltraités. Alors, pour eux, l'amour, c'est attention, danger. Ceux-là, il faut tout le temps les réparer. Il y a les cœurs de glace qui veulent que tout reste à sa place. Ils aiment contrôler et ont bien du mal à se lâcher. Ceux-là, ils me font bien marrer. Quelle supériorité! Et puis, il y a les cœurs absents qui font toujours un peu semblant. Ils ont très peur de l'engagement. Leurs rêves d'amour sont bien plus exaltants que la réalité. Alors, ils fuient ou ils s'ennuient. Ils sont spectateurs de leur vie. Mais, chut, un instant. J'entends le tam-tam du changement et du renouvellement. C'est Uranus qui nous invite à transcender nos schémas pour créer de nouvelles voies. Il pulvérise les vestiges du vieux monde pour que nos cœurs entrent dans la ronde d'un nouveau monde. Bienvenue sur Astroéthique, bienvenue dans les énergies de la nouvelle lune du 16 avril que nous allons décortiquer ensemble pour voir ce qu'elle nous amène comme vent nouveau, étant donné qu'Uranus est conjoint à cette nouvelle lune et que donc il est question de changement, de renouvellement des énergies et ça va nous faire du bien. Alors, la nouvelle lune a lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Elle a lieu à 1h59, donc 3h59 heure de Paris.
et on va vraiment sentir progressivement, mais aussi de façon peut-être un peu radicale, certains événements, mais progressivement l'énergie qui se renouvelle. En tout cas, il y a cet appel, il y a ce besoin, il y a cette nécessité. Hein, parce que depuis la lune de Sève, donc depuis quelques jours avant l'équinoxe du printemps, on est quand même pas mal secoué. Et entre la rétrogradation de Mercure, les crispations de la conjonction Mars-Saturne qui nous ont fait appuyer sur le frein et l'accélérateur en même temps, on était un petit peu dans une sensation de faux départ. C'est la légende en fait, hein, c'est la fable pardon, du lièvre et de la tortue qui, voilà, au printemps on se dit allez ça y est on y va, on va démarrer et puis en fait rien ne sert de courir, il faut partir à temps, il faut bien se préparer, surtout quand une rétrogradation de Mercure aussi forte et aussi intense intervient juste après, voilà, juste après le commencement du printemps, c'est vraiment... On ne se précipite pas, on se prépare bien, on y va. Et donc là, ça y est, ça va enfin démarrer. On va enfin pouvoir vraiment y aller. On va enfin pouvoir arrêter de parler, de dire et pouvoir agir. Bien sûr, les énergies de la nouvelle lune, c'est un moment pour soi, c'est une bulle. 2 jours avant la nouvelle lune et 2 jours après la nouvelle lune, on est vraiment dans sa bulle protectrice, c'est un temps pour soi, c'est un temps d'observation, c'est le début d'un nouveau cycle, mais c'est une phase invisible. La lune est noire et c'est un moment intime où l'agir n'a pas vraiment lieu d'être, on le prépare. Je vous conseille vraiment de faire comme ça parce que Mercure est encore rétrograde, il redevient direct le 17, donc le lendemain de la nouvelle lune, mais il est complètement au ralenti et il est stationnaire. Et quand en fait l'énergie de Mercure est stationnaire, c'est là qu'on va sentir le plus vraiment ces freins, ces blocages. D'autant plus que Mercure, dans la carte du ciel de cette nouvelle lune, est au carré de Saturne. Donc là, c'est plein d'intensité, c'est blocage total. Donc ne vous inquiétez pas, voilà, dites-vous que ça va passer. Attendez, si vous subissez vraiment ce Mercure rétrograde, et vous pouvez le subir hein, par les grèves par exemple, ne serait-ce que par ça, si vous le subissez vraiment, essayez de profiter de ce moment de la nouvelle lune pour vous aligner sur l'énergie et sur la vibration d'Uranus, qui est une énergie de libération, quelque part de nettoyage. C'est une bourrasque d'air frais. Et donc il y a un travail de guérison, un travail de libération à faire et que je vous proposerai à la fin de la vidéo, mais où vraiment vous pouvez voilà, aller dans ce sens-là pour faire le petit sas de transition et ensuite vous pourrez vraiment démarrer voilà, ce nouveau cycle et vivre pleinement cette lunaison. Donc c'est une lunaison en bélier. Uranus va bientôt rentrer dans le signe du taureau, ça sera le 15 mai, donc ça approche. Donc là, il va donner le meilleur de lui-même. Ça va être le grand show. Et Uranus, il provoque toujours des événements inattendus, brusques, soudains, des revirements de situation. Donc c'est quand même une nouvelle lune qui est assez intense. C'est intense dans les crispations qui sont peut-être encore là, les blocages, les irritations et puis les coups de tonnerre et les coups de foudre made in Uranus. C'est un grand spécialiste. Et comme je le dis souvent avec Uranus, le plus prévisible, c'est l'imprévisible. Donc, prudence quand même. Moi, je conseille vraiment d'effectuer des rituels, d'être dans ce temps pour vous et de vous mettre en recul et en observation, en position de témoin, pour ne pas vivre les situations sans cette prise de recul en fait. Être toujours dans un second degré et essayer d'être le moins primaire possible. Parce que sinon, vous allez vraiment
avoir l'impression d'être comme une bouteille d'orangina, secouée, ou dans une vague, ou au cœur d'un tsunami ou d'une tornade. Et, et à ce moment-là, ben, voilà, vous passerez vraiment à côté des merveilleuses possibilités que nous offre cette lunaison. Parce que derrière l'énergie d'Uranus, qui est cette énergie où ça secoue, où ça libère, si on va lire Uranus sur le plan divin, au niveau de l'âme, en tant que planète sacrée, Uranus, c'est vraiment l'énergie d'éveil et l'énergie de libération. Donc, on le sait, Mercure est rétrograde. Cette année, on l'a particulièrement senti pour sa première rétrogradation de l'année 2018. Voilà, c'était intense. Les grèves de la SNCF en témoignent. C'est le blocage. Et ça va s'intensifier pour cette pleine lune, pour cette nouvelle lune, pardon. Et puis, il va y avoir un relâchement et quelque chose qui va se délier, s'assouplir. D'autant plus que la conjonction Mars-Saturne qui nous est appuyée sur le frein et l'accélérateur se délie. Et qu'on a de très beaux aspects dans le ciel entre Jupiter, Neptune, qui viennent vraiment amener de la magie, de la beauté, du printemps, de l'abondance, des hautes vibrations et des hautes fréquences. Donc on peut s'aligner sur ces hautes fréquences pour les amplifier et les vivre pleinement et traverser cette bourrasque de façon très sereine. C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est le programme et c'est ce qu'on va tenter de faire. Donc, quand on regarde le thème de cette nouvelle lune, on peut constater donc que la lune et le soleil sont conjoints dans le signe du bélier. À la toute fin du bélier, ils vont bientôt rentrer dans le taureau, conjoints à Uranus et encore un petit peu sous l'emprise du carré de Pluton. Donc le fameux carré Uranus-Pluton, celui qui a fait couler de l'encre et encore de l'encre. Coucou, le revoici pour la dernière fois en bélier, puisqu'Uranus va rentrer dans le taureau. C'est, comme toujours, un petit peu à l'image de la 16e lame du tarot de Marseille. Ce qui doit s'effondrer s'effondre parce que ce n'est pas construit sur des bases solides, saines, et on va peut-être assister à des effondrements de valeurs, à des écroulements de situations, mais pour reconstruire sur des bases beaucoup plus saines. Et tout ce qu'Uranus nous apporte comme événement soudain, brutal et inattendu, c'est toujours pour nous permettre d'évoluer, de progresser, de nous aligner sur sa plus haute fréquence, sur sa plus belle vibration, d'aller vers ce qu'Uranus symbolise, les enfants du Verseau, la nouvelle terre, la nouvelle ère, créer de nouvelles voies, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de vivre, d'être, un nouveau monde, quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus juste. Et c'est pas une utopie, c'est pas une utopie. Ce soubresaut d'Uranus très fort, cette énergie d'Uranus qui est très forte pour cette lunaison, pour moi, elle accompagne la grande libération et ce grand changement et cette grande évolution que fait la conscience humaine en ce moment. La conscience humaine, elle a entamé un voyage, selon la théorie ésotérique, elle a entamé un voyage d'involution et de descente vers la matière. Et on est allé expérimenter collectivement et individuellement, vibratoirement, le plus bas de la matière. Et on ne peut pas aller plus bas. C'est la théorie, on ne peut pas aller plus bas. On pourrait, mais ce n'est pas le but. Le but maintenant, c'est de remonter, de faire une ascension divine et de retrouver l'unité. Et on est à cette période de basculement des énergies où les forces évolutives et involutives sont en plein chaos. Ça fait un petit moment, et sur l'échelle du temps, ça va nous paraître à nous, par rapport à notre échelle, énorme. Mais en fait, c'est très peu sur ce grand plan divin. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, on vit des accélérations. Et tout ce qui se passe sur le plan personnel, dans nos vies, ces secousses, on se dit encore, vous pouvez peut-être des fois avoir l'impression que je répète la même chose. Mais en fait, c'est à chaque fois des alignements, des ajustements du plan de conscience
pour qu'il y ait de plus en plus d'éveil, de réveil, d'ouverture à une nouvelle façon de faire, c'est-à-dire une pensée, une conscience humaine qui va être de moins en moins matérialiste et de plus en plus spirituelle. Faire un pont, en fait, avec notre âme et aligner notre ego, qui est l'instrument, enfin, qui est l'instrument d'expression du soi supérieur, avec notre âme. Et tout ce travail, en fait, actuel, tout ce qui se passe de souffrance, de difficultés, de choc, de perturbation, c'est pour provoquer ces éveils, cet éveil individuel et collectif. Donc ça brasse énormément. Mais ça brasse de façon de plus en plus nette et précise, chirurgicale, et avec de plus en plus de conscience éveillée. Ça s'accélère. Il y a quelque chose qui est prêt, et dans ce combat, et c'est ni bien ni mal, hein, c'est deux forces qui s'opposent, mais dans ce combat entre les forces involutives et les forces évolutives, eh bien, on est un petit peu dans la machine à laver, la machine à essorer, mais ça sert à nos prises de conscience, nos éveils. Et on en est là. Donc depuis la lune de Sève, il y a eu une grosse phase d'accélération, il y a eu des gros pics d'intensité. Et tout ce qui s'est passé ces derniers temps, c'était vraiment pour nous permettre d'avoir de nouvelles prises de conscience, de nouveaux éveils, de nouvelles avancées et de nouvelles libérations. Et donc ce week-end, avant la pleine lune, là, cette lunaison, c'est une lunaison de grande libération. On va se décharger d'un truc dont on n'a plus besoin, on va encore avancer. Et c'est en ça que c'est une super bonne nouvelle, et c'est en ça qu'Uranus, il amène vraiment une grande bouffée d'air frais. Donc, agir, mais pas tout de suite. On attend toujours que la Lune soit à nouveau croissante pour entrer dans des énergies d'agir, de faire. La nouvelle Lune, c'est les énergies sorcières. Hein, c'est ce temps de la femme, c'est ce temps des lunes, c'est un moment de grande intériorité. Et on va pouvoir contacter les déesses chasseresses, Diane, Athéna, la guerrière, voilà, ces énergies-là à partir du premier croissant lunaire, donc 2 jours après la pleine lune. À ce moment-là, vous allez vraiment sentir que tout ce travail de libération se met en place, et pouvoir vivre et plonger dans ce printemps. Et c'est même l'appel de l'été, qui a quelque chose de très chaud comme énergie. C'est radical, c'est intense, c'est sec, et ensuite directement on va vers quelque chose de très chaud, de toujours aussi intense et très très fort en termes d'énergie. Donc ces vagues de changement qu'on a vécues, c'est des vagues de libération pour permettre l'évolution de la conscience et pour remettre notre mental à sa juste place. Pour qu'ensuite, ça va se tilt et on avance. N'oubliez pas qu'Uranus, c'est une énergie fulgurante. C'est une énergie foudroyante, et c'est le « Eureka, ça y est, j'ai compris ». C'est le truc tellement évident, c'était devant nos yeux. On le savait depuis longtemps, on tournait autour, et puis tout d'un coup, ça nous apparaît comme un truc qu'on a toujours su. Mais bien sûr, c'est ça qu'il faut faire, et allez, on y va. Ok, et c'est simple. Et là, on est libéré d'un vieux dossier, de quelque chose qui nous encombrait. Alors ça peut se passer par le détour d'une lecture, d'un travail que vous allez faire, d'un rendez-vous avec un thérapeute, avec un coach, d'un rituel. Il va y avoir un dossier que vous allez lâcher. Une résistance qui va tomber, qui va se délier, qui va se défaire, ou doucement, ou de façon soudaine, et ça sera très fluide, libérateur. Souvent, le changement, on attend qu'il vienne de l'extérieur. Et avec Uranus, il vient souvent de l'extérieur. Mais la vraie porte du changement, elle s'ouvre de l'intérieur. Et je voudrais parler de quelque chose qui est important, dont j'ai fait l'expérience personnellement ces derniers temps, et
que j'ai vraiment envie de vous transmettre, c'est la remise en question. Quand on est des cheminants spirituels, on est sur ce chemin, on est des travailleurs de lumière, on cherche à avancer et on fait de notre mieux et on a vraiment envie voilà, de créer ce nouveau monde, d'un mieux-être, d'une vraie liberté, de ne plus être prisonnier de nos mécanismes souffrants. Il y a des pièges. Il y a des pièges dans cette quête spirituelle. Et le premier des pièges, c'est la remise en question. L'art de se remettre en question. Qui dit changement dit un changement qui va venir de l'intérieur. Le vrai changement, hein, c'est ce que je vous disais, c'est quelque chose qui émane de nous. Parce que souvent, la situation, elle n'a pas besoin de changer. En fait, c'est nous qui devons changer quelque chose. Encore faut-il savoir bien nous remettre en question. Parce que quand on est des cheminants spirituels, on se remet en question très vite, facilement, pour tout, pour rien, avec une grande capacité à se dire bah, c'est de ma faute, ma plus grande faute, c'est moi l'origine du mal. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour attirer cette situation? Alors que ce n'est pas toujours forcément nous. J'en ai fait l'expérience, c'est pour ça que je vous le transmets. En fait, on n'est pas toujours à l'origine des situations. On est co-auteur. On est pleinement responsable de ce que l'on vit et de ce que l'on attire comme situation, mais on n'est pas coupable. On est co-auteur. Et si on prend tout à notre charge et à notre responsabilité ou culpabilité, on ne laisse pas l'autre gérer sa responsabilité. On va tout ramener à nous et on ne se remet pas du tout en question, comme il le faut, parce qu'en fait, quelque part, en faisant ça, on s'attire la responsabilité et une forme d'importance et on refuse d'être la cause du mal, en fait. On refuse d'être celui ou celle qui peut faire des erreurs. On se veut parfait. Et il y a une recherche de perfection. Et en fait, le vrai moyen de changer, le vrai moyen d'avancer, c'est de se servir de nos erreurs pour avancer, pour progresser. Nos erreurs, les accepter, les voir, juste les nôtres, et prendre la responsabilité de ces erreurs pour pouvoir ne plus les reproduire, les corriger éventuellement si nécessaire, les modifier. En tout cas, c'est le seul moyen qu'on aura de ne plus les reproduire, c'est de vraiment prendre juste nos erreurs à nos charges, mais pas tout. Tout ne vient pas forcément de nous, c'est pas nous qui sommes créateurs de tout. C'est-à-dire qu'il faut laisser à l'autre la charge et la responsabilité qui lui incombent en fait, et pas tout reprendre à notre charge. C'est dans ce sens-là. Pour pouvoir vraiment travailler sur, faire de vraies remises en question et travailler sur nos erreurs qui vont nous permettre de favoriser le changement. J'espère que je me fais clairement comprendre. S'il faut, je reviendrai sur le sujet, mais en tout cas, je voulais faire cet aparté parce que actuellement, on a tendance à beaucoup se remettre en question et à pas forcément bien se remettre en question. Et il y a de jolies valeurs que l'on porte, il y a de jolies choses qui sont bien, qui sont saines, qu'on ne doit pas toujours remettre en question. Tout ne vient pas forcément toujours de nous, dans le sens où ce n'est pas toujours notre faute. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui se délie aussi. Parce que la conjonction entre Mars et Saturne a amené beaucoup de crispation et une tendance à chercher le coupable. Le coupable, c'est moi, c'est forcément moi, et allez, je vais me donner des coups de bâton, et puis en fait, on n'aura progressé de rien. Je crois qu'il faut qu'on apprenne, et là, je me parle aussi à moi, hein, à nous accepter imparfaits, et qu'on soit beaucoup plus cool avec nous-mêmes. Ça peut être un très bel objectif. Ça peut être un très bel objectif avec cette énergie d'Uranus qui arrive et qui amène ce vent nouveau pour laisser derrière nous ces brumes de l'hiver, cet hiver qui a traîné, où on se dit ben, vient quand le printemps, on ne le ressentait pas forcément dans la météo, et se dire ben, là ça y est, et ben, on va juste être beaucoup plus cool avec nous. C'est le moment, c'est la saison en plus. Parce que la jolie Vénus, elle est dans le signe du Taureau. Elle est hyper bien, elle est en Taureau, elle est cool, elle est proche de la nature. Elle est en grande forme. Quand on regarde la carte du ciel de cette nouvelle lune, Vénus en ce moment, à part une opposition à Jupiter dont on va parler, qui a beaucoup de choses à nous enseigner, elle se porte vraiment bien. Elle reçoit de beaux aspects.
Et puis là où elle a beaucoup évolué, Vénus, c'est qu'elle est enfin au trigone de Mars. Or, dans la dernière lunaison, je vous disais que Mars, il était pas au mieux de sa forme. Hein, il était conjoint à Saturne, donc c'était le symbole de ce masculin abîmé, diminué, qui était juste un pauvre nul. Et là, il y a un travail, une évolution, il y a une guérison, il y a un équilibre qui se fait via un beau trigone entre Mars et Vénus, trigone qui va se renforcer après la lunaison, où enfin Vénus dans son inné de femme, Mars dans son inné d'homme, sont côte à côte, sont complémentaires, sont équilibrés. Ce sont vraiment deux forces qui se combinent et qui donnent le meilleur. Donc il y a une régulation des énergies qui s'est faite, qui est en train de se faire, où la place du féminin, dans sa douceur, dans sa créativité, dans sa bienveillance, trouve une voie d'expression, une nouvelle voie d'expression, plus douce, plus sereine, plus cool. Et Mars, libéré de l'emprise et du joug de Saturne, apaisé par cette Vénus pacifiée, reprend force, vigueur, courage. Voilà. Il y avait un ajustement, une guérison à faire et il fallait vraiment aller travailler sur le masculin blessé pour ne pas parler que du féminin blessé. Et là, il y a un équilibre qui est en train de se faire et une belle harmonie. C'est l'ouverture, hein, c'est l'ouverture officielle de la saison des amours. Là, on arrive vraiment dans les énergies du taureau qui vont bientôt s'intensifier. La nouvelle lune est en bélier, mais on va bientôt basculer sur l'entrée du soleil en taureau. On va bientôt fêter Beltane. La victoire des forces du soleil sur la nuit. Le jeune dieu de plus en plus vigoureux. Il devient mature sexuellement. Il désire ardemment la déesse, il désire Vénus. Vénus est rayonnante, elle est sublime, elle est magnifique, elle reçoit un sextile de Neptune, elle est auréolée de charme et de douceur. Les deux vont s'accoupler, c'est la saison des amours. Donc le féminin et le masculin s'emboîtent, on va arriver vers une belle fécondité, vers quelque chose de charmant, de merveilleux, d'abondant. Donc on se prépare. Donc cette nouvelle lune, elle nous annonce vraiment le cœur du printemps. C'est magnifique, c'est merveilleux. Donc dans vos amours, en amour, il y a cette réconciliation du masculin, du féminin, cet emboîtement, ces retrouvailles sacrées, ces épousailles sacrées, pour féconder quelque chose. J'en parle déjà maintenant et j'en reparlerai avec l'entrée du soleil en taureau et puis pour les prochaines nouvelles lunes. On va aller vraiment vers cette floraison, vers cette splendeur. La saison des amours est définitivement ouverte. Et c'est ça la merveilleuse nouvelle de cette lunaison. C'est pour ça que pour moi, oui, il y a des crispations, il y a tout ça, il y a un nettoyage, mais il y a une telle ouverture. C'est le renouveau, c'est la vraie renaissance. Voilà, le cœur du printemps. Et donc là, on a notre petite Vénus qui est là. Hein, je ne vous ai pas encore montré la carte du ciel. Là, voilà. Vénus, elle est là. Et elle est opposée à Jupiter, l'amplificateur. Alors Jupiter, il amplifie tout. Il amplifie le besoin de séduction, de plaire, de Vénus. Il amplifie cet enivrement des parfums, des saveurs, cette féerie du printemps. Mais il va amplifier les peurs, toutes les peurs. Et c'est là où j'ai eu vraiment envie de vous proposer qu'on aille travailler sur le cœur, sur l'amour, de libérer des choses par rapport à l'amour. C'est ce qui m'a paru plus juste. C'est Vénus qui a attiré mon attention, Vénus et Uranus qui ont attiré mon attention dans cette nouvelle lune. Et voilà. Là, je recherche mes petites notes. Hein. Je pense qu'il y a, voilà, j'ai envie de vous proposer de retourner à l'école de l'amour. L'amour, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je suis une belle vénusienne, moi aussi. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore transmettre, partager.
Parce que je pense qu'on apprend tellement de l'amour, c'est une expérience, il faut le vivre. Mais avant de pouvoir le vivre, il faut comprendre certains contextes, revenir, apprendre. Parce que, bien sûr, l'amour est inné. L'amour, c'est une énergie. Quand on arrive au monde, on est frais, on est pur, on est innocent et on est pur amour. Mais l'amour, ça s'apprend. Alors, ce qui s'apprend, c'est la façon d'aimer. Et dans un thème, Vénus nous parle de notre façon d'aimer. Et selon sa position dans notre thème de naissance, en signe, en aspect, en maison, on peut voir comment on a appris l'amour. Et de cette façon d'apprendre l'amour va découler la façon que l'on a d'aimer, de s'aimer, de vivre l'amour, les conséquences que ça a et comment on gère tout ça. Donc, quand on arrive au monde, on est pur amour, et puis très vite, ce qu'on doit apprendre, ce qui est prévu au programme, nous est proposé comme contexte. C'est un peu nous qui avons choisi, enfin nous, pas nous identifiés en tant que personne, hein, c'est notre âme qui se retrouve dans un contexte qui va très vite lui proposer la situation d'apprentissage nécessaire parce que c'est, voilà, on vient avec un bagage, il y a les vies passées, il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être comprises, améliorées, évoluées, libérées. Et donc, je dis beaucoup et donc, mes petits tics de langage, excusez-moi, Vénus, dans un thème, et là, comme elle est opposée à Jupiter, pour moi, Vénus opposée à Jupiter, c'est j'ai peur de me faire avoir en amour. J'ai pas envie de me faire avoir. Et je vous l'ai déjà dit, on ne peut pas se faire avoir en amour puisque l'amour, c'est l'amour. Et l'amour, c'est pas une marchandise, c'est pas quelque chose qui s'échange, c'est pas du business. Donc, la façon dont on va apprendre l'amour, en fait, va jouer sur notre façon de vivre l'amour plus tard. Si on a appris l'amour dans un contexte de maltraitance et d'abus, forcément, il va y avoir des conséquences. Ça va jouer sur la façon dont on vit l'amour. Donc, pour cette nouvelle lune, j'ai eu envie de vous proposer un rituel où on va retourner à l'école de l'amour. Et où, dans votre rituel, vous allez faire vos classes. Puisque le moment de la nouvelle lune, ce n'est pas un moment de faire, c'est un moment d'observation, d'acceptation et de libération. Eh bien, je me suis dit que j'allais vous proposer un rituel où vous allez retourner à l'école de l'amour, voir comment vous avez appris l'amour, nommer comment vous l'avez appris, pour pouvoir prendre cette position de témoin neutre et bienveillant, comprendre votre mécanisme et pouvoir vous en libérer. Voilà. Voilà la proposition. Donc, je vous montre. Je vous ai préparé un petit tableau. Donc ça, c'est dans le cahier lunaire et le rituel. Alors, vous n'êtes pas obligé, voilà, si ce que je vous dis, ça vous suffit et que la méditation guidée qu'il y a derrière vous suffit, c'est parfait. Je vous le présente brièvement, mais on peut aller plus loin. Mais ce n'est pas une obligation, hein, voilà. Moi, je vous propose ce travail, mais derrière, voilà, de voir la vidéo, d'écouter la vidéo et de faire la méditation derrière, c'est peut-être largement suffisant. Tout dépend là où vous en êtes et si ça vous parle. Il y a 5 grandes façons d'apprendre l'amour. Si on apprend l'amour dans un contexte de maltraitance, d'abus, eh bien, la croyance, ça va être que l'amour, ça fait mal. Et la peur, ça va être de se faire avoir en amour. Si on apprend l'amour dans un contexte d'absence, d'éloignement, il faut comprendre que ce contexte, en fait, derrière ce contexte, il y a une souffrance. Hein, c'est une souffrance. L'absence d'un parent, hein, on apprend l'amour dans notre environnement, l'absence d'un parent, l'éloignement, c'est une souffrance. Hein. Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? La croyance que l'amour est ailleurs. Et donc, la peur, ce sera de vivre l'amour. Et ça va entraîner comme conséquence des problématiques d'engagement, par exemple.
ou d'amour à distance. Quand on a un cœur affamé et que l'amour semble vital, eh bien c'est tout simplement parce qu'on a grandi dans un contexte où on a appris l'amour sur un contexte d'abandon ou de surprotection. C'est la même chose. Et il y a une souffrance derrière ça. Et donc la peur, c'est quoi? C'est d'être abandonné. Et en fait, c'est de mourir. Du coup, on va vraiment penser que l'amour, c'est vital. Alors que l'amour, c'est pas vital, c'est du plus. Quand on grandit dans un contexte de chantage affectif, de rejet, à condition, de bons points, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre que l'amour, ça se mérite. Mais notre plus grande peur, c'est de ne pas être aimé, d'être rejeté. Et quand on a de la froideur, une distance émotionnelle, du respect, on apprend quoi? Que l'amour, ça se contrôle. Et on confond l'amour et le respect. Et tout passe dans la tête. Et la peur, c'est ressentir. Voilà en résumé le contenu du tableau. Et ce tableau, je vous l'ai présenté dans des cœurs parce qu'en fait, il y a le cœur brisé, le cœur ailleurs, le cœur affamé, le cœur narcissique, le cœur gelé, ceux que je vous ai présentés en introduction dans la vidéo. C'est votre base de travail pour le rituel, pour guérir, pour vous libérer, pour aller vers une nouvelle façon d'aimer. Parce que c'est le moment, parce qu'on est prêt. On est vraiment prêt à ça. Hein. C'est ce que j'avais noté dans mes petites notes. Je les reprends. Voilà. Quand on attend d'être aimé inconditionnellement, quand on aime de façon inconditionnelle, quand on a besoin de l'amour de l'autre pour se sentir en vie, quand on se protège de l'amour, quand on a la sensation qu'on se fait toujours avoir en amour, juste ça, c'est des repères. C'est des repères, c'est des signaux qu'il y a une souffrance et que en fait, vous avez appris l'amour dans un contexte bien précis. L'idée, c'est de repérer comment vous avez appris l'amour pour déjà comprendre et décoder le mécanisme. C'est pas vous, c'est comprendre qu'il y a un mécanisme. Et une fois qu'on comprend le mécanisme, on se fait moins piéger par le mécanisme. Et ensuite, l'idée, c'est d'aller transcender. Voilà, Uranus, il nous invite à transcender nos schémas pour créer de nouvelles voies. Et à utiliser nos souffrances comme un moteur pour apprendre à fonctionner autrement. Aujourd'hui, on en est encore là. On a encore besoin de la souffrance pour... se dire, allez, zut, moi je sors de là, je ne peux pas rester comme ça. Je vous disais dans une précédente vidéo qu'on souffre pour honorer nos mémoires, un peu comme un dossier de preuve. Là, on lâche le dossier de preuve, on se libère. L'idée, c'est, je vais utiliser cette souffrance, qu'est-ce qu'elle vient me dire, comme un moteur pour ne plus souffrir. Alors attention, tout le travail que je vous propose, c'est pas pour garantie, assurance tout risque. Alors super, je vais faire tout le travail que Sandrine elle propose, et puis comme ça, je souffrirai plus jamais en amour. C'est pas comme ça que ça marche. Mais en tout cas, je vais me donner les moyens de vivre ma vie amoureuse et d'aimer et de changer ma façon d'aimer et d'aimer librement, juste d'en profiter. C'est moins de souffrance, c'est plus de souplesse. Et puis, voilà, naturellement, ça amène... Voilà, on n'est plus victime, on ne subit plus, on n'a plus peur, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger, quels que soient les événements en fait. Voilà, les événements qui doivent arriver, ils arriveront. Mais la façon de les gérer sera beaucoup plus souple et déliée. Voilà le programme. Donc je vous laisse avec la méditation guidée, qui vous allez le découvrir est un petit peu différente, toujours dans ce thème de l'amour. C'est un très joli texte que l'on m'a confié et que j'espère honorer. Une méditation guidée sous forme de poème, de texte, à laisser infuser. Laissez-vous bercer, embarquer, réécoutez-le autant de fois que nécessaire. Parce que l'amour, oui, on aimerait avoir une assurance amour, on aimerait pouvoir souscrire une assurance amour. Mais c'est tellement mieux que ça. Il faut le vivre et librement, vers une nouvelle façon d'aimer. Gros bisous, un grand merci pour votre écoute et à très bientôt. Je vous invite maintenant à vous installer confortablement
et écouter dans le silence, avec un cœur ouvert, ce merveilleux texte qui m'a été confié et qui parle d'amour. J'aimerais bien, moi, avoir la garantie que demain, dans 10 jours, dans 6 mois, dans 5 ans, dans 100 ans, je t'aimerai encore et que tu m'aimeras encore. J'aimerais bien prendre une assurance amour comme on prend une assurance vie. Mais ça, j'ai appris que ça n'existait pas. Je l'ai appris dans la douleur, dans la souffrance, dans les expériences et dans la joie de l'amour partagé aussi. Non, il n'y a pas de garantie en amour. Il n'y a pas non plus de filet de sécurité. À tout moment, on peut se casser le nez. Et ça fait mal. Ça fait carrément mal. Mais c'est pas l'amour qui fait mal. C'est la chute. La chute des attentes. La chute de l'amour propre. La chute de l'ego. La chute des projections. Mais c'est pas l'amour. Et puis, même si ça fait mal, un instant, un moment, une éternité, on se relève. Toujours. Amoché, différent, transformé, enrichi. Car au final, ce qui compte pour moi, c'est l'amour dans l'instant. L'instant où l'amour est vibré, partagé, vécu, ressenti. Dans cet instant, il y a ton regard qui me touche sans cesse et ta voix qui me fait frissonner. Il y a ta peau dont j'aime humer l'odeur, tes mains si douces, fragiles, fortes. Il y a nos âmes qui savent si bien se connecter, se parler, nos corps qui vibrent l'un contre l'autre. Il y a l'espace pour respirer, se mouvoir, rayonner, pleurer, danser. Il y a le contact avec ton corps qui me transporte sur des rives étrangères, inconnues. Il y a tes émotions accueillies, respectées, et mes émotions accueillies et respectées. Il y a mon cœur qui bat la chamade chaque fois que je passe le pas de ta porte. Quelle joie de te voir après 2 heures, 12 heures, 3 jours, une semaine de séparation. Il y a tant d'amour partagé. Un amour qui est vivant, sans cesse en mouvement. Alors, restons des étrangers l'un pour l'autre. Des étrangers sans cesse surpris par l'autre.
Des étrangers capables, chaque fois, à chaque instant, de regarder l'autre comme si c'était la première fois qu'il le voyait vraiment. Des étrangers émus, troublés de l'amour qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Des étrangers qui n'ont pas besoin de l'autre. Des étrangers heureux de se retrouver après 2 heures, 12 heures, 3 jours, une semaine d'absence. Des étrangers qui se connaissent, se reconnaissent. Des étrangers qui rient, pleurent, parlent, courent, dansent, contemplent, se taisent. Des étrangers qui partagent encore et encore la légèreté, la profondeur, la difficulté, la tempête, le ciel bleu, la joie, la peur, la chaleur, le chant des hirondelles et celui des corbeaux. Des étrangers qui partagent la vie, des étrangers qui partagent l'amour, des étrangers qui s'aiment.